Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire, premier webinaire de notre semaine de Think. Vous savez, Think 2024, le grand événement de Newstank, du campus matin d'ailleurs, qui nous permet d'adresser toutes les problématiques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce matin, nous allons parler intelligence artificielle et l'apprentissage automatique qui révolutionne le paysage scientifique et les pratiques des chercheurs. C'est pour ça que nous avons lancé ce webinaire IA générative, un atout pour les chercheurs. Point d'interrogation. Ces derniers se sont rapidement emparés de ces nouveaux outils et ont adopté l'IA générative qui les aide à passer de découvertes scientifiques en solutions pratiques, ce qui ne va pas sans poser des problèmes qu'on abordera et des questions, tant la capacité désormais à intégrer des grandes quantités de données permet d'aller rédiger des articles scientifiques, évidemment chercher et concevoir des projets, voire décrocher des subventions. On en parlera avec M. Heithammer de l'ANR tout à l'heure, ou encore de produire du code. C'est vrai que c'est merveilleux. ChatGPT vous produit du code aujourd'hui et beaucoup s'en servent. Alors, si on n'a pas encore perçu tout le potentiel de l'IA, même si on sent bien qu'il se passe quelque chose dans le domaine scientifique, une certaine prise de conscience émerge quant aux questions liées à cette IA générative, et notamment les inexactitudes, les interprétations erronées et bien entendu la pertinence des informations pour les activités de recherche capitales aujourd'hui pour éviter les fake news ou les dérives en tout genre. Tout cela nous incite à nous poser des questions et définir peut-être quelques grandes lignes pour l'IA avec les personnalités qui sont ici. Frédéric Pascal, vous êtes professeur des universités à Centrale Supélec et directeur de l'Institut Data IA à l'Université Paris-Saclay. Quand même pas loin de 1000 chercheurs qui sont sur ce sujet-là. Et vous êtes aussi responsable de la formation en IA. C'est important la formation parce que si on ne se forme pas en IA, on peut faire n'importe quoi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de l'invitation. Ça vous va comme introduction? J'ai à peu près balayé tout. On ne va pas dire un peu plus. Ça voudrait dire qu'il faudrait 3 jours pour adresser tous les sujets. Yamina Heithammer, responsable du département numérique et mathématiques de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Il est également professeur à l'ENSET de Toulouse, INP, vous savez, cette école d'ingénieurs du sud de la France, extrêmement réputée dans toutes les sciences du digital, du numérique et de l'informatique. Bonjour Monsieur Heithammer. On aura une perspective avec vous un peu différente, notamment pour la gestion des projets. Et c'est vrai que votre vision n'est pas inutile pour mesurer l'impact de l'IA. Bonjour à vous, bonjour à tous. Donc vous nous en parlerez évidemment. Et l'usage de l'IA par les chercheurs, vous y êtes attaché et sensible parce que vous me disiez quand on préparait, moi je ne sais pas s'ils servent d'IA, mais en tout cas, je sais que ça impacte éventuellement les travaux. Donc pour vous, c'est un sujet majeur, évidemment. Je pense que vous aurez des questions de la part des personnalités qui sont évidemment tous conviés sur ce site. Et nous avons notre partenaire, Anne-Catherine Rota. Alors, c'est la boîte qu'elle représente qui est partenaire. Anne-Catherine, avec qui on a déjà fait pas mal de webinaires sur l'évaluation, en tout cas toutes les thématiques de recherche, et là sur l'IA. Vous représentez la société Elsevier et vous en êtes le responsable des affaires institutionnelles au niveau européen, enfin au niveau une zone assez large, pas que la France. Donc votre regard est intéressant. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour à tous. Anne-Catherine, un petit mot d'introduction et puis on rappelle un peu pourquoi on a décidé d'adresser cette problématique aujourd'hui. Absolument. Et bienvenue à tous. Je crois qu'on est très nombreux à écouter cette session. Alors, et clairement, comme Gilbert l'a présenté, nous assistons à l'explosion des usages de l'intelligence artificielle générative et surtout du nombre d'utilisateurs, alors qu'on ne fait qu'entrevoir le potentiel, en particulier pour la recherche. On est au tout début. Alors, du côté d'Elsevier, nous avons évidemment un poste d'observation qui est assez intéressant en tant que partenaire des acteurs des écosystèmes de la recherche, des chercheurs, des décisionnaires de la recherche. Et donc, on voit beaucoup d'évolutions se multiplier, exploser en ce moment. Et nous sommes aussi acteurs, bien entendu, au travers de nos activités d'éditeurs et nos activités de spécialistes de la donnée et de son analyse. Alors, c'est pour ces raisons que nous a semblé intéressant de nous associer à Newstank pour ici 2024, afin d'évoquer tous ces sujets. Comment les chercheurs peuvent tirer parti de ces évolutions? Ce chemin du chercheur, comment va-t-il évoluer? Et puis, bien entendu, être conscient des limites et puis quelles précautions en termes d'encadrement et d'accompagnement sont absolument essentielles à garder en tête. Et Anne-Catherine, on a le vertige quand on se dit que ChatGPT, c'est novembre 2022 et on est à peine début d'année 2024, on a l'impression qu'il s'est passé une accélération sans précédent. Ou peut-être que ça existait déjà avant, on n'a peut-être pas vu.
Et en effet, ça va peut-être être un bon point de départ pour nos panélistes de se dire que c'est loin d'avoir été le début en novembre 2022. C'est vrai que ça donne le vertige quand même, parce qu'en fait pour nous le grand public, c'est ChatGPT, l'émergence. Alors Frédéric, le spécialiste que vous êtes justement, d'abord, est-ce que ça s'est accéléré ou finalement on parle de quoi en fait? Moi j'aimerais savoir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'anime beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle, l'IA générative, j'ai l'impression qu'on ne dit pas la même chose d'une fois sur l'autre, non pas parce que les personnes n'ont pas des vues dites convergentes, mais parce que la technologie évolue et les usages changent radicalement. Alors, est-ce qu'on peut définir un petit périmètre quand on parle IA, en tout cas dans la recherche? Oui, alors bonjour à tous. Et effectivement, il y a eu une accélération assez forte, mais on pourrait dire une accélération dans la diffusion, dans la médiation grand public de l'IA générative. Les modèles GPT sont plus vieux que novembre 2022. Il reste un décalage entre la recherche, le monde de la recherche très académique et ce qui est diffusé aujourd'hui dans la société, encore que ce décalage se réduit fortement. Alors quand on parle d'IA générative, on parle d'informatique, de statistique et d'un gros travail d'ingénierie, puisque on parle de très gros volumes de données. Et l'apprentissage, vous avez mentionné l'apprentissage automatique, effectivement, il y a des notions d'apprentissage sur des bases de données absolument considérables. Pour construire des modèles eux-mêmes considérables en termes de paramètres, ça génère beaucoup de travaux d'ingénierie, en plus de choses peut-être plus théoriques autour des mathématiques appliquées, notamment des probabilités et des statistiques, et de l'informatique. Donc c'est la combinaison de ces différents blocs qui amène aux outils aujourd'hui d'IA générative, soit sur le texte, on parle beaucoup de ChatGPT qui est très orienté sur des modèles génératifs de texte, mais aujourd'hui, des modèles génératifs d'images, de vidéos, enfin, là, on génère finalement presque tout. Tout ce qu'on veut, c'est fou. l'IA. Ah, oui. Ouais. Ça bouscule quand même. Ah, ça bouscule assez vite et vous l'avez mentionné, mais une chose qui, à mon avis, est essentielle, c'est la formation. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle est un peu partout. Il faut savoir de quoi on parle. Et savoir de quoi on parle, c'est pas devenir tous des experts d'intelligence artificielle, mais c'est comprendre les bons usages de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que fait ChatGPT? C'est pas un moteur de recherche sur Internet. C'est beaucoup plus que ça. Ça génère du texte. C'est pas non plus la vérité. Il y a des biais, des erreurs. Donc, la formation est essentielle, de vraiment comprendre et pour tout le monde, de être capable d'utiliser de façon pertinente ces outils. Utiliser de façon pertinente Yamina Itamer, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, parce qu'évidemment, vous êtes le réceptacle à l'ANR de tous les projets qui arrivent. Et vous vous posez la question, est-ce qu'il y a de l'IA générative derrière les projets? Parce que vous ne la voyez pas, cette IA, et pourtant, vous savez qu'elle est là. Oui, c'est tout à fait le cas. Alors, avant d'aborder le sujet des projets de recherche, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric Pascal. La notion d'usage et d'utilisation est très importante par rapport à ce déferlement, à ce tsunami qu'est l'IA générative. En particulier, si on regarde ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années, on a eu une évolution avec Internet, l'arrivée des réseaux. Ensuite, les moteurs de recherche. À chaque fois, il y a eu de l'adaptation, de la résilience, de la prise en main de ces outils-là. Souvenez-vous de tout ce qu'il y a eu en termes de plagiat au début des années 2000 qui était dû aux moteurs de recherche. C'est quelque chose sur lequel on s'est adapté et on s'est mis à avoir une utilisation responsable de ces moteurs. Et je pense que le sujet est proche, mais à une échelle beaucoup plus grande. On a affaire à de l'omniscience avec cette IA générative et donc des multi-usages. Et je pense qu'il est important de raison garder autour de l'usage qu'il y a sur ces IA-là. Alors, côté projet, donc nous, ANR, on publie des appels à projets sur lesquels les chercheurs déposent des propositions de projets. Ces projets suivent un processus d'évaluation, de sélection, de financement. Ensuite, les projets sont opérés avec des résultats qui sont publiés jusqu'à une clôture du projet, voire même des suites sur ces projets-là. Et comme tout autre processus d'ingénierie, ce processus-là
subit aussi l'arrivée de ces IA-là. Donc, on a... c'est tant mieux d'ailleurs. C'est pas inutile. Non, je sais pas ce que... Non, c'est pas inutile. En fait, le principe directeur, c'est de garder et de conserver les bonnes pratiques de recherche en sciences et en même temps d'adhérer aux valeurs et aux principes d'intégrité que les chercheurs ont et de la recherche. Et une fois qu'on a adhéré à ça, eh ben, on se trouve en présence d'un assistant ou d'un outil qui pourrait éventuellement prodiguer des informations comme toute autre information qui peut être trouvée sur le web ou sur des publications. Seulement, le processus scientifique de la recherche n'est pas toujours présent quand on fait ce type d'usage. Voilà le problème auquel on va faire face et on fait face. Oui, c'est une ligne de crête, hein, comment justement, parce que c'est éminemment intuitu personnel, c'est-à-dire que chaque chercheur est face à sa vérité, face à son intégrité, hein, sur les listes de bibliographie, la production d'articles, même la réalisation de projets. Hein. Vous me disiez vous-même quand on préparait, on peut faire rédiger son projet après tout par une IA qui construit un peu une proposition de recherche qui peut être structurée tout à fait de manière satisfaisante. Et là, ça pose question. Tout à fait. Ouais. Donc ça vous est déjà arrivé d'ailleurs? Alors, pour vous dire la vérité, je me suis amusé à construire une proposition sur un sujet que j'ai inventé, qui était le sujet de l'IA générative, et j'ai réussi suite à une série de questions, à élaborer des éléments qui m'auraient permis peut-être de la construire en une demi-journée. Là où vous l'auriez construite en quelques jours? En quelques jours, en réunissant des collègues, en discutant, en faisant de la bibliographie, en se posant des questions sur les défis, etc. Alors que toutes ces questions-là, je les adressais au chatbot qui était ChatGPT à cette époque-là. Et la version payante ou la version gratuite? C'était la version gratuite. Ah, en plus, ça veut dire que la version payante, paraît-il, elle est encore démultipliée. Cela dit, c'est pas mal. Si vous pouvez faire quelque chose en une après-midi et là où vous auriez mis plusieurs jours, c'est pas si mal si on respecte un certain nombre de contraintes liées à l'éthique ou à la validité des informations. Je dis ça, je ne dis rien évidemment. C'est vous le spécialiste. C'est vous aussi, Anne-Catherine, la spécialiste. On voit bien ce que nous dit Yamine, c'est que le cheminement du chercheur, il est un peu bousculé et percuté. Hein. Absolument. Et on voit bien on pressent qu'il y a énormément de potentiel, effectivement, pour pouvoir peut-être se concentrer sur des tâches plus spécifiques et automatiser ce qui peut l'être, mais avec tout ce cadre d'éthique et de mise en application des principes de la recherche académique qui doivent rester. Ce que l'on observe de notre côté, si je prends l'exemple des LLM, par exemple, c'est peut-être tant moins la pertinence. Alors, attendez, il y a des spécialistes et pas de spécialistes, pas d'acronyme. LLM. Language Model, Large Language Model, exemple ChatGPT. Pardonnez-moi. Moi, je sais, hein, mais je veux qu'on soit très pédagogique parce qu'il y a des spécialistes sur les 200 personnes qui sont connectées ou il y en a qui attendent de nous justement un peu de pédagogie. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on observe en tous les cas par rapport à si on prend cet exemple effectivement des grands modèles, on voit bien que ça va générer du texte, mais sans doute la valeur ajoutée, elle est moins dans la capacité à trouver l'information et à synthétiser qu'être dans une capacité à reformuler l'information d'une manière à contextualiser et à comprendre le sens. Et je m'explique, ça va être par exemple de connecter des champs qui à première vue peuvent paraître éloignés, ça peut être suggérer de nouvelles pistes, ça peut être de comprendre un contexte plus large à l'information pour faire sens de la connaissance. Mais c'est vrai que dans un contexte d'obésité de l'information, avec au fur et à mesure que le savoir que la connaissance s'accroît, et avec ces principes de la science qui se construit sur l'épaule des géants, hein, de tout ce qui s'est fait avant, c'est de plus en plus compliqué de pouvoir en retirer la substantifique moelle et d'être incapable de l'interroger. Donc l'accessibilité, elle est déjà très grande au contenu et de plus en plus, mais encore faut-il la contextualiser. Et si on prend un exemple d'un biochimiste, on pourrait très bien imaginer qu'il puisse tirer parti de domaines qui sont très loin du sien, comme le quantum computing. Ou alors on peut aussi imaginer un exemple d'un philosophe qui travaille sur l'éthique et les valeurs. On pourrait très bien imaginer des incidences de son travail en biologie de synthèse.
Dernier exemple, la Révolution française. Quelqu'un qui est un historien spécialisé de la Révolution française, et on peut très bien imaginer que la théorie des jeux, à un moment donné, peut apporter quelque chose. Donc, cette interdisciplinarité me semble un élément intéressant. On pourra peut-être y revenir quand on creusera plus sur les combiner toutes ces données fiables, ou pas d'ailleurs, combiner toutes ces données, c'est ça un peu la grande nouveauté. De toute façon, l'esprit humain ne peut pas combiner à l'infini, là où la machine peut le faire. C'est un peu ce que vous nous dites aussi. Et effectivement, si vous avez raison, la combinaison entre des grandes capacités d'ingénierie avec du contenu, mais quel contenu, quelle source, quelle fiabilité, il y a un énorme enjeu à ce stade-là. Alors Frédéric, vous représentez une des universités les plus prestigieuses de France, et j'ai envie de dire dans le monde. Paris-Saclay, c'est pas non plus une petite, classée régulièrement dans les rankings mondiaux. Est-ce que d'abord c'est un atout pour vous? Vous en faites un atout. Alors vous êtes très attaché à la formation, donc j'imagine que si vous préparez les chercheurs, on parlait d'accessibilité, de challenger ses hypothèses plus facilement, de la reproductibilité, reproduire des expériences facilement. Donc avant d'aborder peut-être les limites ou la réglementation ou peut-être les pièges, on peut rappeler quand même qu'on a un outil fabuleux pour devenir l'assistant du chercheur de manière assez simple. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup apprécié les interventions précédentes et justement cette ligne de crête et l'intégrité du chercheur. Aujourd'hui, effectivement, on reviendra sur les usages qu'on pourrait taxer de négatifs de l'IA générative, mais c'est vrai que savoir utiliser cette IA comme un assistant, un chercheur a des tâches administratives assez considérables, particulièrement en France. Nombre de tâches peuvent être déléguées finalement à de l'IA générative. Et même au-delà de ça, effectivement, la rédaction du projet, je trouve que c'est un très très bon exemple. Aujourd'hui, dans les plus grandes conférences internationales en apprentissage automatique, il y a eu des décisions, des réflexions déjà sur l'utilisation d'IA générative pour écrire des articles. Et un consensus scientifique va sur cette décision de reformuler des portions d'articles avec l'IA générative, ce qui finalement apporte un principe d'égalité, notamment sur la langue. Nous ne sommes pas tous native speakers en anglais, et effectivement, on peut gommer ces différences en sachant que le contenu scientifique est un contenu de chercheur. Donc, le développement, le cœur de l'article ne pourra pas être généré. On a vu très récemment des outils d'IA générative sur des olympiades de mathématiques qui arrivent à des résultats très moyens. Donc, on est loin de la génération de contenu scientifique et de rédaction totale d'un article scientifique. Donc ça c'est quelque chose qui est peut-être à signaler. Et par rapport à la première question sur l'université, effectivement, je pense que dans le contexte de cette université Paris-Saclay, qui associe des écoles, des organismes nationaux de recherche, un des avantages qui a été mentionné, c'est cette large communauté et pluridisciplinaire. Il y a une chose qui est importante, à mon avis, d'un point de vue de chercheur, c'est de distinguer les chercheurs qui vont contribuer au développement de l'IA générative, alors par la construction de grands modèles de langage, de modèles de fondation, ou par le développement de nouveaux algorithmes, ou par la compréhension, l'explicabilité, le travail sur le biais, et toutes les autres communautés de chercheurs qui vont pouvoir être utilisateurs de cette IA générative. Je pense notamment, on a mentionné un peu les sciences physiques, où il y a des masses de données considérables, et où il peut y avoir des gains, sachant que la compétence des chercheurs est dans la physique, avoir un apport avec cette IA générative. Donc, vraiment, cette notion de communauté qui doivent se parler dans la recherche, et donc la pluridisciplinarité, c'est aujourd'hui essentiel. Anne-Catherine a parlé effectivement des données, de la fiabilité des données. Personne mieux qu'un médecin qui collecte ces données ne saura ce qu'il y a dans ces données. L'informaticien qui va arriver avec son modèle doit travailler avec cette personne pour justement tirer parti de ces modèles d'IA générative. Yamine, vous disiez qu'au sein de l'ANR, l'IA est un sujet, il y a beaucoup de discussions entre vous. Comment cela résonne, tout ce qu'on a dit dans les usages sur les projets, sur la rédaction même des projets, et puis après on abordera les biais. Est-ce que ça a fait gagner en efficacité, ça a fait gagner en pertinence? Alors, ça, je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas le mesurer en termes de pertinence. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que
l'usage de l'IA générative, que ce soit pour les projets ou dans les exemples qu'a cité Frédéric, pour nous, doit être ensuite accompagné d'une forme de validation, de certification par l'individu. D'une part, parce que ça va être son sceau, sa citation, sa production, et donc on va tomber sur des problèmes de référencement. Ensuite, en termes de danger d'utilisation, parce que propager au sein, comme nouvelles données, des données qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas été validées, contribue à augmenter les biais et les erreurs qu'on pourrait retrouver ensuite si tant est que ces données-là deviennent elles-mêmes des données qui sont utilisées à des fins d'apprentissage. Donc, pour nous, à NR, le principe de base, c'est l'individu au centre de la décision, qu'il soit déposant, qu'il soit évaluateur à notre niveau. Ensuite, on a quand même quelques soucis qui se posent à nous. On ne sait pas dire, par exemple, en matière d'égalité, d'inclusion, en matière de discrimination, comment ces mécanismes procèdent. Par exemple, nous, à l'ANR, on a une charte sur l'égalité qu'on suit scrupuleusement. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose en termes de discrimination. Et il n'y a pas de réponse. Il y a des questions, mais il n'y a pas de réponse. Non, la réponse, c'est vraiment à la charge du collègue déposant ou du collègue évaluateur, parce qu'on est dans une évaluation par les pairs, et de la même façon, c'est toujours le chercheur qui, en tant que déposant ou en tant qu'évaluateur, atteste ou affirme ou certifie ou valide la production scientifique qui s'y trouve. Alors, en termes de danger, je pense qu'il va falloir développer des mécanismes de résilience qui soient technologiques, qui soient culturels ou qui soient juridiques. On peut faire le parallèle, par exemple, avec toute la problématique de la génétique et des manipulations génétiques. Voilà, cet encadrement-là qui a été fait. Alors maintenant, qu'est-ce que pourrait être l'encadrement de l'IA générative? Grande question. Ouais. Ouais, et vous penchez dessus quand même, hein, c'est ce qu'il faut quand même préciser. Oui. Alors, les agences de financement se sont posé la question. L'agence allemande a inclus des éléments relatifs pour circonscrire cette IA. Nous, à l'ANR, dans l'engagement de confidentialité, on s'engage à ne pas utiliser des outils d'IA générative. Il faut le référencer parce que le gros souci, c'est aussi celui de la transparence dans un document que vous avez rédigé, quelle partie de ce document a été à l'IA générative ou pas. Voilà. Mais ce n'est pas un problème uniquement de projet et d'ANR. Non, mais Frédéric en a parlé, Anne-Catherine, hein, vous rebondissez sur ce qui a été dit, évidemment. Je crois qu'il faut toujours aussi faire appel au bon sens ou à l'honnêteté ou à l'intégrité du chercheur. Je crois que c'est ça la ligne de crête dont parlait Frédéric tout à l'heure, c'est le point. Mais bon, en même temps, à chaque fois d'ailleurs qu'on parle d'IA génératif, on parle aussi bien des avantages que des dérives. Vous avez remarqué? Parce que évidemment, on fait appel au libre arbitre. Anne-Catherine, c'était pour vous ma question. Peut-être qu'elle n'était pas assez précise. Ma question, c'était évidemment, là, on pointe du doigt évidemment la problématique des usages. Sur l'usage, vous disiez que ça permet de générer un maximum de data, ça permet d'adresser des problématiques extrêmement variées, voire de combiner des disciplines. Mais là, on voit bien que le rôle du chercheur reste au cœur du dispositif et sa fonction d'intègre et d'éthique est essentielle. Absolument. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à ne parler que des atouts, des possibilités d'utilisation. On va tout de suite le raccrocher à quel point on souhaite l'encadrer et comprendre les limites. Mais on va y revenir et à également comment l'encadrer. Ça dira certainement un point tout à l'heure. Pour revenir sur les cas d'utilisation, on n'est pas les seuls. Les gros chantiers du moment pour nous, c'est d'essayer de comprendre quels sont les cas d'utilisation. On en voit certains déjà de plus en plus construits dans la démarche du chercheur. Alors, la revue de littérature, clairement, on le voit, il y a des outils qui commencent à s'élaborer. Alors, on a une application d'ailleurs, une solution qui vient de sortir le 16 janvier, qui s'appelle Scopus AI sur le sujet, je pourrais y revenir. Ça va être bien entendu de l'aide à la rédaction, ça va être d'automatisation d'expérience, la génération d'hypothèses, le développement de code, c'est 3 grosses briques que l'on voit extrêmement construites déjà.
en raison de ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi 30 ans d'exploration par des chercheurs qui font de l'IA. Et donc, évidemment, ces cas d'utilisation vont aussi avoir tout un ensemble d'utilisateurs qui ne seront pas forcément les spécialistes de l'IA. Il y a la découverte de nouveaux papiers. Si je reprends mon éventail de ce que l'on peut observer, il y a d'identifier, on l'a dit tout à l'heure, des liens avec d'autres champs de recherche, et puis aussi de mesurer un impact, d'être capable de mesurer un narratif quand on vient combiner des sources de nature différentes. Ça, c'est passionnant de rentrer dans la fonction même, hein, c'est ça, dans les cas d'usage. Ouais. Il y a aussi rédiger une bibliographie, c'est ce que me disait Yamine quand on préparait, c'est quelque chose aussi, ça fait partie du travail du chercheur aussi, normalement. C'est essentiel, c'est bien là-dessus qu'il va pouvoir bâtir. Alors avec toute la grande question des sources, qui est un élément sur lesquels on se penche tout particulièrement, bien entendu, avec, en l'occurrence, dans cette application Scopus AI, si je prends cet exemple, un principe est de savoir exactement quel est le socle de données utilisé, qui est un élément essentiel, si on se base sur un contenu différent, avoir d'autres résultats, bien entendu. Il y a une grande question aussi, c'est comment on utilise différents modèles, différentes sources, et comment on fait en sorte de pouvoir fusionner des résultats à partir d'informations de nature différente. Donc ça, c'est des sujets qui sont en pleine exploration. Mais pour revenir à un cas d'utilisation pour l'aide à la rédaction, je partage juste cette anecdote où c'était il y a 1 an et demi, on a commencé à avoir des soumissions d'articles scientifiques avec comme co-auteur ChatGPT. Ah, il l'affiche. Il l'affiche en toute honnêteté. On a rencontré ces cas-là. Alors, ça nous a amené de manière très précoce, le plus vite possible, de mettre en ordre des règles et des règles de conduite. Parce qu'évidemment, dans nos bases, on a toute la question d'identifiant auteur, d'identifiant chercheur, d'identifiant d'affiliation. Et il n'est pas question pour nous, et c'était important de distinguer l'apport l'intelligence artificielle qui est un outil, que ça reste en tant qu'outil. Sinon, on peut aussi remercier beaucoup d'autres acteurs, mais de ne pas mettre la casquette auteur sur ChatGPT. Donc, il y a tout un ensemble de règles de pratiques qui étaient extrêmement importantes à mettre comme bonne pratique et code de code. Mais sinon, si ça devenait un auteur, il serait partout. Il y a un monsieur ChatGPT qui écrit beaucoup, Frédéric. Oui, il est c'est assez de volume. C'est une vraie star. Avec Taylor Swift, c'est vraiment devenu une star, ChatGPT. Non, je parle de ça parce qu'on en parlait comme la personne la plus influente aux États-Unis. Donc, je me dis, bon, Frédéric, pardonnez-moi cette digression. C'était intéressant avec Anne-Catherine de balayer rapidement les cas d'usage, aide à la rédaction, génération de code, découverte de nouveaux papiers, mesurer son impact. On voit bien qu'il y a un vrai intérêt dans les usages. Oui, c'est sûr, il y a un vrai intérêt, mais peut-être je voudrais revenir justement sur la bibliographie, faire de la bibliographie. Je pense que c'est un cas d'usage très intéressant et qui peut montrer les limites, les cadres d'utilisation. Je vais faire un parallèle assez simpliste, mais je pense qu'on utilise tous des calculatrices et cependant, on a tous appris à compter. On sait faire des additions, des soustractions, des multiplications. Ça ne nous empêche pas, une fois d'avoir structuré notre cerveau sur un apprentissage plutôt théorique, faire des plus, c'est assez théorique, d'utiliser un outil pour le faire. L'IA et la bibliographie, il y a quelque chose comme ça pour les chercheurs, c'est-à-dire qu'aucun chercheur va arrêter de faire une bibliographie, parce que lire des articles de recherche, ça structure la pensée, ça permet d'avoir de nouvelles idées, ça fait travailler l'intuition, mais cependant, ça ne veut pas dire que sur certains articles qui vont être un petit peu plus périphériques de nos travaux de recherche, on ne va pas s'autoriser à avoir des synthèses assez rapides d'articles ou de faire justement de la recherche d'articles qu'on ne trouverait pas facilement. Je pense que ce lien est assez clair, c'est-à-dire il y a une différence entre la formation, la connaissance qu'un être humain se construit de façon très personnelle et l'utilisation d'outils qui peuvent faire des tâches très avancées, comme l'IA justement. Donc les cas d'usage, partant de ce principe-là, sont très très ouverts, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait, et ensuite, on peut l'utiliser en conséquence. Par exemple, le code, vous en avez parlé, mais aujourd'hui, ChatGPT n'est pas un être humain. Donc, on ne va pas dire que personne ne code mieux que ChatGPT. En revanche, effectivement, utiliser des grands modèles de langage pour écrire du code,
c'est complètement pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre ce que le code est écrit, ne pas être capable de lire, ne pas avoir des développeurs d'un côté. Voilà, les deux choses, je pense, peuvent se marier parfaitement bien. Le code, c'est ça. La génération de données. Dans les articles, alors ça fait 20 ans moi que j'écris des articles plutôt à la frontière maths et sciences de l'ingénieur. J'ai toujours généré des données, même avant l'IA générative. On a tous fait des simulations pour valider des algorithmes, être sûr que ces algorithmes sont performants. Donc, on générait déjà des données. Chaque chercheur explique comment il a généré des données avec l'IA générative. Il faut le mentionner effectivement parce que on doit être capable de reconnaître ça. Ça n'en fait pas un auteur. C'est sûr que non, c'est un outil. Voilà. Ouais, c'est un outil, on a le droit d'avoir un outil après tout. Yamine, quand on a abordé ce sujet en amont pour préparer, vous me parliez donc il y a une problématique de droit, à l'évidence, et surtout, y compris un sujet de fuite des données, parce qu'en créant de la donnée, on peut faire partir les nôtres, ou en tout cas les mettre dans la pampa, c'est une sorte d'univers virtuel où tout le monde peut avoir accès, enfin, ou pas d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et quand vous interrogez cette IA générative, par exemple, pour produire de nouveaux textes ou de nouvelles images ou de nouvelles vidéos ou de nouvelles données, et ben vous soumettez un certain nombre d'informations à ces IA et elles deviennent, elles rentrent dans le circuit de ces IA et on en perd la trace. Donc du coup, on a des soucis de propriété intellectuelle et typiquement, on ne veut pas que ce qu'écrivent les chercheurs puisse se retrouver refaçonné, retravaillé par ces IA génératives. Et ça, c'est un sujet très important parce que quand l'IA va produire des résultats, en les retravaillant, elle ne va pas les citer puisque ça sera un résultat, par exemple, de ChatGPT, alors que nous, chercheurs, quand nous reformulons une idée ou un résultat d'un autre chercheur, même si elle est reformulée, l'éthique, les valeurs du chercheur font que c'est référencé. Et ce mécanisme-là, on le retrouve pas. Et du coup, moi, je dirais plutôt que ce qu'on veut, c'est garder les pratiques des chercheurs, les bonnes pratiques, les accompagner d'intégrité, d'éthique, mais toujours dans l'idée de conserver l'expertise du chercheur, voire de l'améliorer et de l'augmenter. Il faut s'en servir pour renforcer l'expertise des chercheurs dans la mesure où on reste dans ce cadre de morale, d'éthique, de responsabilité, d'intégrité. Donc voilà, de ce côté-là, si je prends ce discours-là, c'est un atout. Maintenant, si j'en fais un usage dévié, eh ben, le risque n'est pas négligeable. Ouais. D'ailleurs, vous parlez de fact-checking quand vous parlez de votre mission. Comment certifier l'information, ce qu'on fait dans la formation générale ou la formation professionnelle comme nous, on fait du fact-checking et vous percutez cette même problématique en réalité. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, le fact-checking qui est effectué, c'est au travers du chercheur qui a récupéré ou obtenu ces productions par ces IA. De la même façon que les simulations, on va les interpréter, on va voir quelles sont les données qui ont abouti à ces simulations. Il faudrait qu'on soit capable de faire le même travail côté IA générative. C'est vraiment un défi. Un des défis. Il y en a plusieurs. Anne-Catherine, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Vous me disiez, nous très tôt, on a commencé à travailler sur les data dans la recherche, et pour l'évaluer, pour pouvoir la mesurer, pour pouvoir un peu anticiper, voire sentir. Donc, on voit bien que cette notion, ce suivi et cette vigilance sur toutes ces datas et sur les sujets de la recherche, c'est quelque chose de capital et quelque chose qui va se renforcer de plus en plus. On le voit avec Yamine et Frédéric, ce qu'ils ont dit. Je retiens un mot qui est au cœur du réacteur, c'est la certification des données, des contenus, des résultats. Alors, si je reprends ma métaphore sur mon exemple de Scopus AI que je connais bien parce qu'on est en plein dedans, cette histoire donc de savoir qu'est-ce qu'on a pris comme socle de données est important. Et cette transparence, elle se fait sur cette possibilité, dans cet exemple-là, d'avoir un accès immédiat aux références des publications scientifiques. Donc, c'est le socle de données Scopus qui est utilisé, c'est uniquement de la littérature peer review en provenance de 7000 éditeurs, avec de la curation permanente. L'idée, c'est d'avoir une référence
la possibilité d'accéder directement aux publications qui ont permis au modèle de donner telle allégation. Allégation phrase 1, ça a été possible de dire ça parce que la publication X dit ça et on a le lien pour revenir vers la publication. C'est une illustration de ce qu'on peut faire, mais effectivement, le sujet est bien plus large que ça. Ça veut dire mettre en place des principes à la fois sur une IA responsable, et il y a une vraie responsabilité des acteurs, y compris des entreprises sur ce sujet, et en parallèle, des principes de confidentialité des données. Si je prends quelques instants pour revenir sur les principes, chez nous, principes ESIR pour l'intelligence artificielle responsable, qui sont au nombre de 5. Je m'en ai pris la liste parce que je pense que c'est important de poser et on allez, on note. les plus en plus en exergue. Prenez des notes. Il y a bien la première chose, c'est de prendre en considération l'impact dans le monde réel des solutions et sur les humains. La deuxième chose, c'est de prendre action pour prévenir la création ou le renforcement de biais et d'inéquité. Troisièmement, ça va être la fameuse explicabilité des fonctionnalités des solutions qui peuvent être développées. Quatrièmement, on est redevable via la surveillance humaine des résultats qui ont pu être obtenus. Et il faut que l'outil reste à la place de l'outil, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Et cinquièmement, ça va être de protéger la confidentialité des données en encourageant une gestion qui soit solide et robuste des données. Voilà comment on cadre. Après, il y a toute la partie confidentialité des données. L'idée que quand on vient utiliser des grands modèles, nous on utilise ChatGPT qu'on va héberger sur Microsoft Azure, avec cette histoire d'avoir une information que l'utilisateur peut insérer, ça a donné la garantie qu'elle ne sera pas réutilisée pour entraîner le modèle. Donc cette histoire est extrêmement importante. L'idée de savoir sur quel contenu on s'est posé, c'est aussi de limiter les hallucinations, telles qu'on les... je reprends que ce mot-là. Et puis, bien sûr, aussi d'être respectueux des règles de RGPD, avec une adhésion au principe de RGPD, sans stockage de données personnelles, sans stockage des historiques de chat et ni partage de toutes ces informations. Mais là, à chaque fois que j'aborde ces sujets-là, moi, je me dis, mon Dieu, on a quand même du boulot, hein, Frédéric. C'est vrai que tout de suite, on voit bien les usages, on voit bien les possibilités, mais dès qu'on ouvre un peu la boîte, on voit bien que, d'abord, vous avez insisté dès le début, il faut bien les former, les chercheurs. Je crois que ça passera par là, hein, puisque l'homme, c'est le quatrième point qu'a dit Anne-Catherine, surveillance humaine nécessaire. Ça veut dire que l'homme doit rester, et la femme, bien entendu, l'humain plutôt doit rester au centre du dispositif. Hein. Et c'est la formation, il n'y a que ça, hein, c'est-à-dire la maîtrise totale de cette techno ou la compréhension et l'éthique. Oui, tout à fait. La formation, c'est essentiel et à différents niveaux. Vous êtes responsable de formation, hein, c'est pour ça que je dis ça. Vous êtes très attaché à cela. On est attaché et finalement, au-delà de l'université et des chercheurs, hein, même dans la société, on fait des démarches également dans les lycées, voire les collèges. Il y a vraiment, je pense que la formation est au cœur, quel que soit le niveau de formation, mais d'avancer sur cette intelligence artificielle. Après, il y a les sujets qui sont évoqués, effectivement. Il faut faire attention, il faut réguler, ça c'est quelque chose qui est assez clair. Peut-être aujourd'hui soulever le point de l'explicabilité. C'est absolument essentiel et finalement, c'est ce qu'on attend d'être humain, faire des liens. On a parlé de référencement, c'est juste faire des liens, des connexions. Bon, aujourd'hui, en fait, on peut être très, très honnête, les grands modèles de langage, on ne peut pas les expliquer. Il faut être très clair là-dessus. On ne peut pas ouvrir ChatGPT et comprendre les millions de milliards de paramètres, à quoi ils correspondent par rapport aux données. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Par contre, les données d'entrée, oui, ça doit être parfaitement transparent, respecter toute la confidentialité. C'est effectivement sur ces pistes-là que le travail est important, c'est-à-dire de partager les sources et de les traiter correctement. Ensuite, vous avez parlé de l'humain dans la boucle et je pense que c'est le futur de l'IA, c'est l'humain dans la boucle. Aujourd'hui, on parle de prompting, on parle de diriger des réponses de science du génératives. Il y a de la science du prompting et du prompt. Hein. Maintenant, il faut apprendre à faire du prompt. Tout à fait, mais ça rentre dans les formations, le prompting. Aujourd'hui, former à l'IA générative, une des parties, c'est apprendre à prompter. On va faire de l'anglicisme en permanence. Oui, c'est ça, prompter, c'est bien un mot anglais. Il faudra bien qu'on trouve un mot français. Je ne sais pas quel est.
Yamine, est-ce qu'il faut réguler? Alors, vous représentez une autorité officielle, si je puis dire. Est-ce qu'il faut de la régulation? Alors, l'Europe a voté, la France a dit oui à la loi européenne, hein, comme vous le savez, après s'y être opposé. J'ai pas tout compris pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon, il y avait une opposition. Visiblement, ça s'est passé. Mais quelle régulation est possible? Bah, la régulation à laquelle on peut penser, c'est la régulation qui peut être appliquée. Et comme vient de le dire Frédéric, on est incapable d'expliquer l'usage qu'on a fait d'une IA générative, par exemple. Aujourd'hui, la régulation qu'on met en pratique, c'est vraiment celle des usagers, donc des chercheurs dans notre cas, en termes d'éthique, de responsabilité, d'intégrité. C'est celle qu'on peut aujourd'hui maîtriser par la formation, l'éducation, etc., comme ça a été mentionné. Poser des régulations de nature technique ou technologique sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, je ne sais pas si c'est la solution aujourd'hui. Voilà, ouais. Donc la définition de régulation, elle est. Oui, mais ça arrive toujours en retard alors. Pardon? Oui, mais la régulation arrive toujours après la techno, c'est ça le problème. Tout à fait, tout à fait. Après, on peut avoir des principes de régulation qui sont généraux, génériques, qui relèvent de la morale et de l'éducation. Et celle-là, je pense qu'on peut y agir très vite. Ben là, c'est le cas de l'Europe, là. C'est exactement ça a été défini dans ce cadre-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, on voit bien. Pardon. Pardon. Je voulais rebondir sur les 5 points qu'a évoqué Anne-Catherine. Je voudrais en ajouter. Je les ai notés. Je voudrais en ajouter. Explicabilité, surveillance humaine, confidentialité. Vous avez vu, Catherine? J'ai tout voilà. Je suis très content de vous, Gilbert. Et je voudrais en ajouter un 6e, je pense. C'est toute la notion de frugalité et d'objectifs de développement durable. Voilà. Je pense que ça aussi, c'est un souci. Qu'est-ce que c'est qu'une requête? Aujourd'hui, on s'amuse à utiliser ChatGPT sur des requêtes, voilà, comme on s'amuse sur un smartphone ou sur son ordinateur. Je pense que ça aussi devrait faire partie des régulations et de l'éducation et de faire partie de la morale. Voilà, c'est un sujet très important qu'il va falloir ajouter. Il va falloir se l'approprier également. Mais c'est vrai que quand on voit combien ça consomme de bande passante et donc d'électricité et donc de refroidissement, c'est absolument colossal. Hein, c'est une folie. Anne-Catherine, vous adressez l'Europe hein, dans vos fonctions, comme tous les chercheurs qui sont ici. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre regard parce que, au fond, maîtriser l'IA, comprendre l'IA et réguler l'IA, c'est aussi une façon d'être compétitif entre pays. Donc, il y a un enjeu de compétitivité hein, pour nos chercheurs et nos équipes de recherche. Il y a un immense enjeu pour la sphère européenne au sens large. Et l'AI Act, clairement, qui se centre sur l'humain, qui entend encadrer les développements d'éthique des systèmes AI. Ça fait face à une difficulté incroyable entre trouver un équilibre entre favoriser l'innovation tout en essayant d'encadrer avec des règles les préventions de mauvais usage. Mais en effet, on voit bien la difficulté de l'exercice. Ça ramène sans doute à l'importance de contextualiser les utilisations à la responsabilité de chacun des acteurs, les scientifiques, les acteurs privés, les acteurs publics, et si je repense aux entreprises, ça va être pour faire en sorte d'aider les acteurs de la politique publique à comprendre le contexte des utilisations, avec cette perspective toujours humaine, essentielle pour contrôler les résultats. Mais je reviendrai, je repense à la partie formation et accompagnement, j'y reviendrai bien un petit peu parce que effectivement lors des échanges qu'on a pu avoir en fin d'année à Bruxelles avec tout directeur de la DGRTD, d'entreprises et également d'universités européennes, ce qui ressortait très fort, c'était l'importance de préserver une égalité d'accès, qui veut dire égalité de compréhension. Tout le monde n'aura pas le besoin de compréhension au même stade, mais on voit bien, si on pense construction entre États membres de l'Europe, certains pays, on voit bien que les pays les plus avancés en recherche sur l'IA on voit que ça vient drainer aussi
meilleurs cas, des plus larges cas d'utilisation plus généralisée de l'IA. Et sans doute une meilleure compréhension derrière. Donc tout ça est très lié avec quelque part l'huile de l'engin qui devrait être effectivement d'organiser une compréhension. Et ce, très tôt. Ça peut être une construction de système dès l'enseignement secondaire. Ça va être, je pense, à l'exemple de l'université de Bergen qui a fait tout un ensemble. Ils ont systématisé les crédits pour chaque étudiant de l'université pour avoir des fondamentaux, des bases de quoi parlons-nous, c'est quoi les potentiels, les limites, les biais, sans rentrer dans quelqu'un. Il ne s'agit pas de faire transformer tout le monde en spécialiste de l'IA, mais avoir un cadre de navigation, je dirais, pour être capable de garder son esprit critique et de savoir dans quelle situation c'est opportun d'utiliser, parce que certains modèles ne sont pas du tout prêts pour certaines décisions. Dans d'autres cas, ça a toute sa pertinence. Oui, bien sûr. Et on voit bien qu'on soulève les questions au fur et à mesure qu'on avance dans notre débat. Frédéric et Yamine, vous êtes des académiques avant tout, si je puis me permettre. Vous n'êtes pas que ça, vous êtes bien plus. Mais on voit bien que la liberté académique est percutée par un outil qui bouscule et les habitudes et les contours même de la recherche de chaque chercheur. Frédéric, cette liberté académique, c'est le totem en fait pour tous les chercheurs pourtant. Oui, c'est vrai que cette liberté académique doit rester, mais je pense que c'est ce qu'on a un peu évoqué avec cette ligne de crête, c'est-à-dire où reste le chercheur, quelle est sa place. Il faut voir que cette inondation d'IA générative vient aussi d'une inondation de papiers scientifiques, plein de petites briques qui construisent des nouveaux modèles, des bouts de nouveaux modèles, des nouveaux algorithmes. Donc, finalement, en termes d'IA, la communauté scientifique avance très très vite, produit très très vite. Donc, elle va aussi dans cette direction, conserve sa liberté. Et puis, il y a un aspect, je vais rebondir un peu sur la formation, mais une chose qui est intéressante en IA particulièrement, c'est que nous sommes des académiques, donc on forme des étudiants, mais on forme également des industriels, des personnes du secteur public. Et quand on forme des gens tout au long de la vie, quand il y a des montées en compétences ou des réorientations de carrière, les personnes qui viennent se former apportent leur cas d'usage, apportent leurs connaissances métiers. Et les formateurs, qui sont souvent des académiques, doivent intégrer ça pour transmettre. Donc, finalement, les formateurs ont aussi une montée en compétences du fait d'être confrontés à des cas d'usage de la vie réelle qu'on n'a pas toujours. Je veux dire, on balaye plein de sujets, mais on n'a pas d'expertise métier dans certains domaines, par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont apportées par des gens qui ont besoin de formation en IA. Je pense que c'est assez vertueux comme cycle, c'est-à-dire du partenariat, du lien académique, public-privé, et des cas d'usage apportés de façon extérieure aux chercheurs, qui peuvent se nourrir aussi de ces cas d'usage pour développer des algorithmes plus appropriés. Donc, il y a quelque chose d'assez positif. On parle beaucoup de régulation, mais je voudrais quand même revenir que c'est un outil assez fabuleux et qui, au-delà de ce qu'il est, peut rapprocher des communautés qui, jusqu'alors, pouvaient être un peu plus éloignées. Voilà. Un petit aparté sur cette formation. Mais vous avez bien raison. Oui, alors, Yamine, pardon. Oui, si je peux rebondir là-dessus, ce que dit Frédéric se traduit parfaitement dans les activités que l'ANR a mis en place, notamment autour de l'IA. Vous allez trouver des axes pour lesquels on reçoit des projets de recherche qui sont soit dans le cœur de l'IA, c'est-à-dire que l'objet de recherche, c'est l'IA elle-même, donc toujours avec ce souci de rapprochement public-privé, de construction de communautés, de production de connaissances pour la formation des chercheurs. Et en même temps, vous avez tout ce qui concerne les usages de l'IA, dans la mesure où maintenant l'IA apparaît dans une multitude de domaines. Et donc, cette IA-là, elle a été intégrée, elle a été inclue dans l'ensemble des axes du plan d'action que l'ANR a mis en place et sur lequel une priorité nationale existe. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier, de construire des communautés qui vont faire de la recherche en IA pour des domaines particuliers, ou bien
des domaines particuliers qui, eux, ont besoin de l'IA pour avancer leur recherche, pour accélérer la construction de connaissances. Toujours avec cette idée de fact-checking, d'éthique, de responsabilité, de validation de la part des chercheurs. Mais on retrouve bien ces deux éléments, ces deux mondes dans l'ensemble des projets que finance l'ANR ou plus généralement la stratégie nationale en intelligence artificielle qui a été mise en place. Avant de passer, parce qu'on a beaucoup de questions, hein, vous avez vu quel succès. Bah, moi, je crois que vous êtes excellent, c'est pour ça qu'on a beaucoup de questions. Yamine, pourquoi quand on préparait, vous m'avez dit à l'ANR, sélection, évaluation, financement, ce qui est votre ADN dans le principe, ça ne répond pas aux règles de l'IA. Donc en gros, votre organisation elle-même est percutée par cette technologie. Et juste sur ce point-là, parce que les gens vous écoutent, vous représentez évidemment l'institution qui finance pas mal de projets. Et Frédéric, on parlera aussi, il faut bien distinguer les chercheurs en IA et ceux qui utilisent l'IA, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en IA aujourd'hui. Yamine, pardon. Alors, sur le premier point de comment est percutée l'ANR par l'IA, eh ben, la réponse, elle est dans les partenaires, les bénéficiaires de l'agence. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui déposent des projets et nous, on s'appuie sur une évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'on a des experts des deux côtés de la barrière. Et l'usage qui est fait de l'IA revient à exiger une utilisation responsable de l'IA. Voilà, c'est un deal, quoi. Oui. C'est un deal passé entre vous. Tout à fait. Frédéric, quand on préparait, c'était intéressant. Pardonnez-moi, je balaye un peu les questions d'Anne-Catherine vite fait avec nos deux intervenants. Quand vous me disiez, attention Gilbert, il faut bien distinguer ceux qui bossent sur l'IA, qui sont dans une autre stratosphère, et ceux qui utilisent l'IA. Il y a deux familles d'usage, en tout cas dans vos équipes. Ah oui, souvent on distingue, on pourrait presque dire trois familles et ça correspond un peu à la formation. Il y a les gens qui sont cœur IA, qui vont être des informaticiens, des mathématiciens et qui vont développer même ces modèles. Je disais, contribuer à des algorithmes. Alors pas tous sur l'IA générative, mais l'IA c'est un peu plus large que l'IA générative. L'apprentissage automatique, ça fait partie de l'IA. Donc il y a ces chercheurs qui finalement sont assez avertis, mais qui doivent quand même évoluer parce que ça avance vite. Et ça, c'est le travail du chercheur, c'est lire les papiers qui sortent, les nouveaux modèles, voir. Après, il y a des communautés qui vont être ce qu'on va appeler AI plus X, donc IA plus X. Donc là, c'est vraiment un autre domaine, la chimie, la physique, les sciences humaines et sociales, l'économie, la médecine. On peut parler de tout ça, où là, il y a dans ces communautés des gens qui vont avoir déjà quelques compétences en IA, qui vont amener l'IA dans ces domaines-là. Et puis le dernier, c'est finalement plutôt X plus IA, où là, il va y avoir besoin, ce que disait Anne-Catherine, vraiment d'acculturation pour tout le monde, de dire, voilà, qu'est-ce que c'est l'IA, vraiment les prémices, comment ça pourrait s'utiliser. Donc, finalement, oui, heureusement que d'ailleurs tout le monde n'est pas expert en IA, le monde serait assez ennuyeux et alors, il manquerait plein de choses. Avait fait, avant de passer aux questions, on avait fait une fois une conférence il y a quelques temps sur l'IA. Et j'avais un collaborateur qui avait un ordinateur et puis on posait les questions, comme je vous pose les questions à l'IA, à ChatGPT, qui répondait évidemment. Alors, le résultat était plutôt flat, mais en tout cas très instructif. Et ce que disait un de vos collègues, il disait au moins ça permet d'avoir une base, puisqu'il posait un peu les bons arguments sans les développer plus que ça, mais en tout cas en posant les bases de quelque chose. Donc, on avait un début de réponse. C'était pas génial, mais c'était pas inintéressant. Voilà, c'est pour l'anecdote. Donc, la prochaine fois, il faudra peut-être... en évitant de tomber dans le monde de Skynet, évidemment, si cher à la saga Terminator, mais on ne nous le souhaite pas, de toute façon. Comme ça passe à la télé en ce moment, je me suis permis, j'en ai vu un il y a quelques temps. Je vous raconte ma vie et j'en suis désolé. Allez, on y va. Quelles sont aujourd'hui les différentes IA génératives hors ChatGPT? Toutes sont-elles équivalentes? Alors, Anne-Catherine, vous avez parlé tout à l'heure de LLM. C'est des petits ChatGPT, en fait, quand on fait des LLM, c'est ça, en fait, c'est un peu ça l'idée. Oui, il y en a tout un livre. Je suis certainement moins bien placée que Frédéric pour explorer cet écosystème de dispositifs. Les outils, il y en a plein. Il y a énormément d'outils, des très larges publics, des plus spécifiques. Et ce qu'on voit surgir aussi, c'est le Graal. C'est un petit peu, tout le monde voudrait avoir son modèle entraîné pour ses propres besoins. Oui. Quelque chose. Et donc, il y a de l'entraînement qui est très général, et puis plus ou moins, on fait le focus. Mais
En tout cas, ce que m'a dit un chercheur d'une grande école également, c'est quand on fait une requête à ChatGPT, on lui laisse un peu d'argent quand même. Parce qu'il s'entretient et puis il nourrit son modèle qui sert évidemment à commercialiser. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui se font en mode privé. Donc, dans nos utilisations sur vous savez, on est clairement sur l'utilisation privée de ChatGPT heureusement. Et autres modèles combinés. Heureusement. Mais quelque part, je reviens juste. Pardon, je voulais juste revenir sur 2 mots avant d'oublier sur le côté positif et très optimiste que mettait en avant Frédéric. Et quelque part, ce sont des cercles vertueux qu'on voit se développer aussi, qui sont finalement, je le mets en parallèle avec la fonction d'enseignant et de chercheur, avec cette idée de faire toujours cet aller-retour, on apprend, et c'est en marchant qu'on va aussi pouvoir mieux partager autour de soi comment mettre en pratique ces principes d'éthique. Bon, on ne va pas faire un catalogue d'outils, Frédéric, il y en a plein. Oui, et peut-être dire que des modèles se développent absolument tous les jours. On a développé un modèle sur langue française il y a une semaine, un modèle assez petit. Il y a des modèles de grands groupes, on ne va pas tous les citer. ChatGPT, on en a parlé beaucoup. Google a la même chose. Voilà, ça va dépendre de la langue, ça va dépendre des communautés, ça peut dépendre de l'usage. Donc, des modèles vraiment. Alors justement, oui, de la protection des données, pardon. Si on entre une partie de ces datas, on en a parlé, c'est vrai que c'est un vrai problème. Oui, alors là, je pense que, parce que effectivement, je pense qu'il faut être assez positif, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'on a tous parlé de régulation et on a tous souligné l'importance de l'éthique, de la transparence, d'explicabilité. Pour la donnée, c'est la même chose. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la communauté académique, c'est que les modèles de langage qui sont développés par des académiques, à côté du modèle qui est utilisable, il y a les sources de données qui sont partagées. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui va devenir obligatoire pour tous. Oui, c'est ça, c'est la question qui suit d'ailleurs. Comment encadrer les usages de l'IA générative dans la recherche? C'est en parlant de ces données, ces sources, Yamine. C'est-à-dire que vous léchez tout à fait. Tout à fait. C'est en rendant transparent l'usage qu'on en fait, même si on n'est pas capable d'identifier le cheminement qui a été produit, qui a été mis en place, pardon. C'est un souci qui doit être permanent, mais ça fait partie encore une fois des valeurs du chercheur qu'on doit avoir et qu'on doit garder, qu'on doit mettre sur la table. C'est indispensable. Ouais. De toute façon, si on ne fait pas confiance en l'homme, on arrête tout de suite. Citer les sources, mais comment avec des tests de l'IA générative? C'est la question d'Olivier Dussert. Oui, c'est-à-dire si on a des sources qui viennent de l'IA, il faut le dire. C'est ce que je répondrais à Olivier. Oui, peut-être ajouter que toutes les sources doivent être publiées. Tout à l'heure, vous avez parlé de reproductibilité. C'est assez intéressant parce que on ne peut pas reproduire une sortie d'IA générative puisque c'est généré, donc c'est aléatoire. Il y a une partie d'aléatoire. Voilà. En revanche, depuis très longtemps, la communauté apprentissage automatique, machine learning, demande à ce qu'avec les articles, les codes, les algorithmes soient publiés, soient disponibles pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. C'est la même chose en IA générative. Open source, comme on dit. C'est de l'open source. Les sources en termes de données doivent être publiées. C'est la meilleure façon d'être transparent aujourd'hui, y compris si dans les sources qui ont permis d'apprendre, il y a des sources générées par l'IA. Mais bon, ça, je pense que c'est pas tellement un problème, ces aspects-là. Ça fait longtemps que les IA utilisent des sources qu'elles génèrent elles-mêmes. Vous savez, les bots qui s'entraînent à parler une langue entre eux, ils génèrent de la donnée en permanence pour arriver à quelque chose. C'est de l'apprentissage par renforcement. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que l'Union européenne, l'AI, enfin l'acte autour de l'IA, peut changer quelque chose? Alors, on a évoqué tout à l'heure, est-ce que quelqu'un a suivi, parce que c'est trop récent, c'est pas très vieux, donc ce que ça fait avancer les modalités, j'imagine, Anne-Catherine, cette réglementation européenne. C'est difficile de suivre. Effectivement, on est très tôt. Ça va être important de suivre les développements de ce que fait la Commission et de ce qu'ils arrivent à élaborer, avec un énorme enjeu géopolitique d'influence européenne face aux gros modèles sur d'autres territoires. Donc il y a un énorme enjeu tout de même en termes d'influence européenne.
qui va être quand même en arrière-plan de pas mal de décisions. On entend des débats en ce moment sur quid d'un CERN sur l'IA. Est-ce qu'il faudrait converger toutes les forces en présence en Europe pour cela? Donc c'est une question hautement politique. Ouais. Ben oui, moi, je suis en train de regarder un texte que nous a envoyé sur comment le comportement de ChatGPT évolue au fil du temps. C'est ce que nous a envoyé Caroline Perron sur la question de la résolution de problématiques et du code. Est-ce que l'étude qui a montré la baisse de pertinence dans les réponses de ChatGPT se confirme? Il y a un lien d'ailleurs, bon, il est en anglais l'article, mais bon, on parle d'un enseignant visiblement de Stanford et il y a des enseignants de Stanford et de Berkeley, donc j'imagine que c'est pas des novices. Baisse de pertinence avec ChatGPT, Frédéric Yamine, est-ce que en fait, il faudrait faire une batterie d'expérimentation avec la même question et voir comment est-ce que ça se dégrade ou ça s'améliore. Je sais pas répondre plus précisément à cette question. Moi, j'ai peut-être un commentaire qui est que... Pardon, Frédéric, allez-y, je vous en prie. Non, j'avais complété. Effectivement, c'est très difficile. Ça dépend beaucoup de la façon dont la question est posée. Hein. C'est de l'IA générative, c'est-à-dire c'est quand même des statistiques avec des probabilités de mots qui arrivent. On peut poser 2 fois la même question. Peut-être une façon de bien comprendre ça, c'est de demander à une IA générative de résoudre un problème très très simple. J'ai 3 pommes, j'en mange une, j'en donne une, j'en récupère 4. Combien j'ai de pommes à la fin? Si on pose la question comme ça, non séquentielle, aucune IA générative va trouver le résultat. Par contre, si on lui dit raisonne, ouais, aucune. Mais pour la même question, si on rajoute raisonne par étapes, toutes les IA génératives vont trouver. C'est juste pour comprendre que derrière, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'est-ce que c'est un raisonnement humain. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une addition, puis une soustraction, puis une autre addition, puis etc., etc. Et tant qu'une machine ne comprend pas ça, donc la pertinence, elle va beaucoup dépendre des usages qu'on va en avoir. Mais comme une recherche Internet, on a tous appris à faire une recherche sur Internet pour trouver ce qu'on cherchait. Ouais, c'est poser la bonne question. Catherine, parce que là, ça y est, on arrive à la fin. Là, maintenant, il faut répondre en 15 secondes. Mon commentaire était simplement qu'il faut se souvenir de ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence, c'est de la statistique. Donc, si on a plus de personnes à avoir entraîné, à avoir contribué, à avoir mis du contenu, on va avoir des résultats différents. Moi, je suis toujours bluffé quand je fais des chatbots pour un serveur, un opérateur téléphonique ou un service. Comment les chatbots, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Évidemment, 9 fois sur 10, on n'est jamais satisfait. Je me dis, mais comment ils apprennent pas qu'on n'a pas compris ce qu'ils voulaient dire? Je suis toujours un peu bluffé. Et là, on parle d'usages tellement complexes et tellement... ne pensez-vous pas que cela va modifier? Ah oui, la manière d'appréhender les sujets. C'est ce qu'a dit en partie Yamine. Évidemment, le nouveau chercheur, il va s'appuyer sur des outils qui l'aident beaucoup. Hein, donc, ça peut modifier la posture et voir les projets qui sont menés. Oui, alors ça peut-être. Non, mais Yamine doit se rappeler. Avant les articles scientifiques, je vous rappelle qu'on les envoyait en papier. C'était à la machine à écrire encore. Et aujourd'hui, les jeunes chercheurs, alors n'ont aucune conscience de ça, mais même de dessin à la main, hein, sur les papiers de mathématiques, il y avait des courbes à la main. Il fallait envoyer un courrier pour que l'article soit expertisé, qu'il revienne. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet extrêmement facilement. L'IA générative, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, c'est une technologie, c'est du progrès, on avance, et les jeunes chercheurs vont l'utiliser. Ça va modifier les façons de faire la recherche. Nous, on doit être garant de cette intégrité du scientifique. Qu'est-ce que c'est faire de la recherche? Yamine, ce qui est important, c'est que c'est de l'argent public, c'est de la ressource publique derrière. C'est ça qui pose question aussi. C'est de la ressource publique à l'ANR, mais c'est de la ressource publique dans les universités, à l'Éducation nationale, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on doit être comptable de ces dépenses-là. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais si je veux revenir sur ce qui a été dit, quand j'ai commencé à faire de la recherche, donc effectivement, on envoyait les publications en mettant au verso le numéro de la page parce qu'il fallait que ce soit imprimé dans le bon ordre. Ensuite, on a eu Internet. Ensuite, on a eu les moteurs de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois,
on a développé des mécanismes d'adaptation, de résilience pour s'approprier ces outils-là. Et parfois, on a eu à redéfinir les processus. Voilà, je prends l'exemple du mail qui a remplacé le fax. Le mail est devenu une pièce juridique sur le tard. Et je suis persuadé que si on reste dans l'intégrité et dans l'éthique dans laquelle les chercheurs s'inscrivent, alors on va développer des mécanismes de résilience qui vont être, je pense, acceptables. Voilà. Parmi les différents outils au service des chercheurs, Research Rabbit, Semantic Scholar et VC, lequel respecte le mieux les points d'Anne-Catherine, que je ne vais pas rappeler, parce que je suis bon élève, mais il ne faut pas exagérer. Alors, c'est compliqué parce que là, c'est des questions un peu techniques. Je vous avais dit qu'on aurait des questions un peu techniques. Anne-Catherine, est-ce que vous savez lesquels respectent le plus vos points là, Non. J'aurais du mal à répondre là tout de suite sur le. Après, chacun doit se faire une idée sur les outils, parce qu'on ne peut pas les passer en revue, comme il y en a beaucoup. Allez. Est-ce qu'il y a des IA spécialisées dans le domaine de la recherche? Frédéric ou Yamine, il y a des IA dédiées? Scopus AI, il y en a d'autres. Anne-Catherine, je ne sais pas avec personne. Alors, est-ce que vous m'entendez encore, hein? Oui, mais de très loin. Non. Avec un léger décalage. Ah. Alors, j'ai un petit problème de micro. Oui, il y a des outils spécialisés, mais qui sont justement spécialisés assez peu grand public. Ça va dépendre des tâches. Sur la formation, pour la formation, il y en a. Pour la recherche bibliographique, le référencement, il y en a. Après, des outils spécialisés qui seraient pour faire de la recherche. Il y a eu des articles de découverte d'avancées sur des preuves de théorèmes grâce à de l'IA. Mais c'est assez très niche. Voilà, d'accord. Allez, on continue. Ça se construit au fil du temps avec des outils aussi qui sont en train de se chercher sur le pont entre recherche et politique publique. Il y a des choses qui sont en train de creuser là-dessus. Bon, Scopus AI, on l'a mentionné avec le fait de susciter aussi des questions. Parce que quelque part, la démarche du chercheur, c'est découvrir, mais c'est aussi avec des questions sur le pas de côté qui vont permettre aussi d'avancer. Donc, c'est là où il peut y avoir aussi une aide de certaines applications. Ouais, ok. J'essaye de voir la contribution que nous a apportée. Qu'est-ce qui manque dans les politiques des IA en matière d'écriture générative basée sur l'IA? Vous avez vu l'article que nous a envoyé, j'imagine, Anne-Catherine. Contribution à la discussion, c'est intéressant. Donc voilà, merci Cordula. Guillaume, ouvrir la science et mettre en ligne librement le fruit du travail des chercheurs ne risque-t-il pas de donner un accès gratuit illimité aux entreprises d'IA pour entraîner leur modèle? Eh bien oui, il y a quand même le respect des droits et le respect, le principe de propriété intellectuelle quand même dans tout ça. C'est vrai que c'est un sujet capital. Yamine, Frédéric, Anne-Catherine, vous êtes sensibles à ces sujets aussi? On a parlé de régulation et du positionnement européen. Je pense que ça fait partie des enjeux, c'est sans aucun doute. Le respect des droits et la propriété, c'est ce que vous avez dit, Yamine, quand on préparait la notion de propriété, évidemment, est capitale. Qu'est-ce que serait un accord de consortium entre des partenaires qui font de la recherche en IA, qui utilisent ces outils-là? Comment se partage la connaissance? Comment se partage la propriété? C'est une question qu'on va devoir se poser à l'image de l'assurance de véhicules autonomes. Voilà, ce sont des questions qui vont venir nous heurter quand on sera en face. Très intéressant. Merci Jacques de nous donner, pour alimenter la discussion, le document de l'UNESCO Guidance for Generative AI, in Education and Research. Donc ça date de septembre 2023, donc c'est intéressant. Le lien est dans le chat. Avec un gros point sur l'éducation et l'apprentissage dans ce document. Eh ben voilà. Anne-Catherine, elle lit tout, rien ne lui échappe. Vous avez évoqué une possibilité pour le chercheur de déléguer des tâches administratives à l'IA en pleine expérimentation de simplification de la recherche, post-rapport Gilet. Avez-vous des cas de simplification en tête? Frédéric, Yamine, qu'est-ce que ça simplifie dans leur vie? Alors, moi, j'en ai quelques-uns, mais un chercheur fait quand même beaucoup de réunions. Aujourd'hui, un compte-rendu, ça se fait automatiquement, c'est généré par de l'IA, un compte-rendu de réunion avec des points à retenir, des actions à faire. Donc ça, c'est sur des parties administratives. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire quand on fait du recrutement, quand on doit gérer des grands volumes,
d'étudiants, on utilise des outils d'IA qui ne sont pas d'IA générative, là en l'occurrence, mais on utilise des outils, des plateformes, enfin, beaucoup de choses sont là pour simplifier. Et peut-être une dernière chose, aujourd'hui, proposer des examens selon les niveaux, hein, des examens pour validation de modules, ça peut se faire en partie avec de l'IA, avec la génération aléatoire de positions de questions, de liens entre les réponses. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont des tâches peut-être pas cœur chercheur et donc qui nous aident C'est ça, vachement. c'est-à-dire qu'on se reconcentre sur son métier. Et c'est ça aussi peut-être qui est un vrai, c'est de la productivité, on parlait compétitivité, l'efficacité du chercheur, c'est aussi ça, hein, peut-être la pertinence des projets qui sont menés. Karine, la RGPD est un cadre européen et international autour de l'usage des données personnelles que la recherche a tendance à éluder, sur le simple fait qu'il y a anonymisation, quid du RGPD? Donc ça, je laisse les spécialistes répondre. Personne n'a quid du RGPD? Est-ce que ça intervient dans le débat qui nous intéresse? Je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, pour ce qui nous concerne, scrupuleusement, on respecte les règles RGPD sur les données personnelles des chercheurs, clairement. Mais ravi de continuer la discussion pour aller plus loin au-delà de la réunion de ce jour. Et à l'ANR, c'est pareil, les données de chercheurs, on respecte entièrement la confidentialité et les règles de diffusion de ces données et de partage de données. Voilà. Et c'est aussi le sujet qui fait que l'IA est de la responsabilité du chercheur ou du bénéficiaire. Alors, je pense que Bard, qui a été développé par Google, vous n'êtes pas sans l'ignorer, est le premier concurrent de ChatGPT, surtout qu'il a accès à des informations plus récentes que celles de ChatGPT, mais aussi qu'il est capable de citer des sources automatiquement. Mais est-ce qu'elles sont fiables, les sources? Parce que c'est ça le sujet aussi. Alors, c'est difficile d'évaluer ça. Effectivement, c'est un plus. Alors, ça a été développé avant, c'est sorti après parce que le lancement a connu quelques couacs, voilà, pour dire les mots comme ça. Mais effectivement, Bard fait du référencement. Donc, ça rejoint la discussion. Je ne saurais pas dire si le référencement est fiable. C'est au-delà de mes compétences. Je ne travaille pas chez Google, d'ailleurs. Alors, juste une chose, Gilbert, la fiabilité du référencement, elle est de nature scientifique, mais elle peut être aussi de nature sociétale, c'est-à-dire qu'on pourrait entraîner par du référencement vers un courant de pensée. Et voilà, et ces choses-là, elles posent question. Alors, Laurent, c'est un vrai sujet sur le... Pardon, attends le temps pour un commentaire sur le... Effectivement, là-dessus, cette histoire de... Alors, il y a l'IA, et puis il y a aussi ce qu'on peut faire avec les sources et les résultats quand on va articuler avec d'autres types de données. Donc, typiquement, de repérer les publications sur un sujet ou les brevets sur un sujet ou les projets financés, à quel point ça a apporté une contribution à tel ou tel objectif de développement durable, par exemple, ou à quel point ça a été cité dans les rapports du GIEC. Il y a toute une articulation de sources différentes qui se construit. Alors, c'est des grands chantiers et ça va très vite également pour être capable de repérer quels sont les acteurs. Et ça revient à un cas d'utilisation, une tâche tout à l'heure qui n'a pas forcément été mentionnée, c'est la recherche d'experts, de repérer des experts sur un sujet qui est peut-être pas son domaine ou soi, où on se connaît tous dans sa communauté scientifique, mais celle de juste à côté, ou celle avec laquelle on sait qu'on va revenir sur de l'interdisciplinarité. On revient à l'idée de faire des liens qui ne seraient a priori un peu contre-intuitifs et que pourraient nous faire... Je raconte souvent l'anecdote, j'animais un colloque sur l'IA avec des grandes écoles et il y avait un patron qui a dit je cherchais à investir dans la robotique et j'ai tapé quelles bonnes idées pour une outil pour son usine et il m'a dit ça m'a généré 2-3 bonnes idées qu'il a pu approfondir par la suite. Donc dans l'esprit de ce qu'on s'est dit, ça peut aider ou voire éclairer de manière sur des choses peut-être disruptives, voire faire le pas de côté qu'on a besoin de faire parfois dans ses recherches. Laurent, c'est l'analogie préférée de mon collègue qui a beaucoup travaillé sur les algorithmes chez nous, Adrien Rodal. C'est l'analogie avec le Building 20 du MIT, qui de 1948 à je ne sais plus exactement les dates, mais je crois que 1943 à quelque chose comme 1998, a mis ensemble des laboratoires avec, en poussant au maximum cette interdisciplinarité et qui a amené à des innovations, des réalisations comme le premier jeu vidéo, en mettant en combinaison et des expertises, et on pourrait imaginer en virtuel les perspectives qui peuvent être facilitées ici.
Bien sûr. Et puis la science évolue souvent par des hasards, des rencontres, des résultats qui arrivent un peu de manière complètement non prévue. Sérendipité. L'IAC n'est pas encore voté, nous dit Guillaume Leblanc. Merci Guillaume, toujours précis sur tout ce qui est légal. Laurent nous signale, pour les anciens scientifiques de l'IA, symbolique, il nous suffit d'attendre que la question du sens devienne progressivement incontournable. C'est ce que demandait dès 2018 Judah Pearl. On suivra en particulier Jean Romer sur LinkedIn sur ce sujet. Ça, c'est pour les spécialistes. Hein. Ça, c'est oui. Pour les spécialistes, peut-être les anciens scientifiques de l'IA symbolique, qui ne sont pas anciens. Aujourd'hui, il y a un retour assez fort, notamment avec l'IA hybride, où beaucoup de gens ayant fait des recherches sur l'IA symbolique commencent à travailler sur la combinaison de justement IA générative avec des choses plus symboliques. Hein. C'est vraiment les modèles hybrides sont en train de se développer fortement et une grande partie de la communauté, alors IA symbolique, travaille sur ces sujets. Allez, Didier Courbet, peut-on avoir des outils concrets, leur nom SVP, pour nous aider au quotidien? Bon, alors, c'est compliqué de lister les outils. Didier, je suis sûr qu'Anne-Catherine, Frédéric ou Yamine pourront vous répondre en direct et même une réponse sur mesure, parce qu'évidemment, il y en a plein. Puis, comme disait Frédéric, je ne travaille pas pour Google, ni pour un autre d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Non, Yamine non plus, Anne-Catherine non plus. Voilà. C'était passionnant, hein, franchement. Franchement, on a touché du doigt ce qu'était l'IA dans ce qu'elle a de plus intéressant, par exemple, de plus questionnant hein, pour la recherche. Yamine, ça s'est bien passé? Vous me disiez que c'est la première fois que je fais un webinaire dans ce contexte. J'espère que ça s'est bien passé. Je pense que oui. Vous nous direz en fonction des retours que vous aurez eus. Hein. Vous savez, ce qui est bien quand on fait des webinaires, quand c'est pas bien, les gens s'en vont. Eh bien, ils sont restés. Voilà. Donc, Frédéric, merci beaucoup. Et puis au plaisir de se recroiser. Merci également donc à Yamine pour l'ANR. Merci Anne-Catherine et notre partenaire Elsevier. Toujours intéressant ces débats évidemment. On continue Sync puisque demain ce sera la suite des webinaires organisés dans le cadre de notre grand colloque. Et jeudi ce sera Sorbonne Université en présentiel parce qu'on n'a pas oublié qu'il y a eu le Covid. Donc on a développé beaucoup de webinaires, mais on a cultivé aussi le présentiel parce que c'est important de se retrouver. Hein. Et les chercheurs aussi, ils aiment bien se retrouver. On fait encore des colloques d'ailleurs entre chercheurs, Yamine et Frédéric. Ah oui. Tous les jours, j'étais moi-même à Sorbonne Université la semaine dernière pour un colloque sur les fondements de l'IA. Donc, ça doit poser question d'ailleurs, parce que les chercheurs bougeaient beaucoup quand on parlait de sustainability. Prendre l'avion pour aller à un colloque 3 jours en Australie ou en Asie ou aux États-Unis, ça doit questionner. Mais bon, ça fait partie c'est un autre webinaire. Oui, on va faire un autre webinaire. Je suis confus d'avoir abordé un autre sujet qui nous ouvrirait pour un débat d'encore 1h30. Désolé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, merci à bientôt. Au revoir.